Le taxi de la foi, l'histoire d'Antonia. Conduisant son vieux taxi cabossé, une femme âgée ramassa un passager inattendu et ce qu'elle entendit ce soir la bouleversa à jamais sa vision de la vie. Dans les ruelles pavées de Séville, là où les orangers suspendent leurs fruits dorés comme des lanternes vivantes et où les cloches de la cathédrale scandent chaque heure comme un battement divin, vivait Antonia Villagrán. À 68 ans, elle possédait le taxi le plus ancien de la ville, une Cid Toledo blanche de 1995 qui grinçait comme des os fatigués à chaque virage et crachait une fumée bleue desquelles affrontaient les pentes de Triana. Ce véhicule, rafistolé de 1000 prières et de bouts de ficelle, avait survécu à la dernière inspection technique seulement grâce à la bienveillance d'un ami mécanicien qui avait feint de ne pas voir les défauts rédhibitoires. Pour Antonia, ce taxi n'était pas seulement une voiture. C'était son compagnon de lutte dans les nuits sans fin, son bureau roulant, son unique bouée de sauvetage dans un océan de dettes grandissantes. Les sièges en tissu bleu laissaient apparaître la mousse jaunâtre tant ils étaient usés. La climatisation avait rendu l'âme 3 étés auparavant, et la radio, capricieuse, ne captait plus que 2 stations qui disparaissaient aussitôt qu'elle franchissait un pont du Guadalquivir. Pourtant, elle connaissait chaque bruit, chaque résistance, comme une mère connaît les soupirs de son enfant malade. 3 coups d'accélérateur, 5 secondes d'attente, puis tourner la clé en murmurant une prière à Saint-Christophe, ainsi seulement le moteur consentait à démarrer. La 3e vitesse demandait de la douceur, le frein droit grinçait mais répondait, et le rétroviseur gauche tremblait comme une feuille mais reflétait malgré tout. Cet assemblage improbable tenait debout par la seule force de la volonté d'Antonia et un peu d'huile de moteur bon marché. Sa vie n'avait pas toujours été ainsi. Pendant 30 ans, elle avait travaillé comme vendeuse dans une boutique de vêtements du centre-ville. Un emploi modeste mais stable qui lui avait permis d'élever seule sa fille, Maria, après que le père de l'enfant eut choisi l'égoïsme d'une jeunesse éternelle plutôt que les responsabilités de la paternité. Ce furent des années de sacrifices silencieux, vacances effacées, robes neuves à journée, petits plaisirs troqués contre des manuels scolaires ou des uniformes. Mais tout cela en valait la peine le jour où Maria, brillante et appliquée, devint infirmière diplômée avec mention d'honneur. Le destin se brisa quand Maria tomba amoureuse de Joaquin. 10 ans de plus qu'elle, ouvrier dans le bâtiment, charmeur au sourire facile mais porteur de failles qu'il avait soigneusement dissimulées. Les premières années furent heureuses, un mariage simple mais lumineux, un appartement modeste mais chaleureux, puis la naissance de Miguelito, ce petit-fils qui devint le soleil d'Antonia. Mais Joaquin avait des démons, l'alcool, le jeu, et cette lâcheté qu'il appelait liberté. Un soir, après avoir perdu aux machines à sous les économies que Maria avait patiemment amassées pour acheter une maison, il disparut. Il laissa sur la table de la cuisine un mot aussi bref que cruel, « Je ne suis pas fait pour ça. Prenez soin de vous. » Comme si l'abandon pouvait se maquiller en générosité. Maria sombra dans une dépression si profonde qu'elle perdit son emploi, sa joie, et même la force de se lever le matin. Pendant 6 longs mois, Antonia porta seule le fardeau, s'occuper de Miguelito, subvenir aux besoins de sa fille, chercher une aide psychologique hors de prix, et doubler ses heures à la boutique. Quand Maria finit par remonter la pente, elle prit une décision qui déchira le cœur de sa mère mais qui, à ses yeux, était nécessaire, partir en Allemagne, là où les salaires d'infirmière valaient 4 fois ceux d'Espagne. « Maman, emmène Miguelito avec toi jusqu'à ce que je sois installée. Tu seras meilleure mère que moi pour lui maintenant. En 2 ans, nous serons réunis. » C'était il y a 13 ans. Miguelito avait aujourd'hui 17 ans, l'esprit plein de rêves d'informatique et d'avenir. Sa mère, toujours en Allemagne, envoyait de l'argent quand elle le pouvait, mais reportait sans cesse ce retour promis. Antonia avait élevé son petit-fils avec une tendresse farouche, celle d'une femme qui sait qu'elle est le seul pilier dans la vie d'un enfant abandonné 2 fois. Elle avait été à la fois mère et grand-mère, celle qui signait les bulletins, consolait les cauchemars, enseignait les multiplications et soignait les genoux écorchés, imposait des limites mais offrait des étreintes sans condition. Cependant, élever un adolescent avec une maigre pension de 600 € et l'usure d'un corps vieillissant relevait de l'exploit quotidien. Vêtements, fournitures scolaires, cours particuliers, abonnement au gymnase pour éloigner Miguelito des mauvaises fréquentations, chaque euro s'évaporait avant même d'atteindre ses mains. Quand la boutique où elle travaillait ferma brutalement, conséquence d'une crise économique qui balayait l'Espagne comme un ouragan silencieux, Antonia avait 55 ans. Elle fit alors un choix audacieux, devenir chauffeuse de taxi. Ce fut un parcours semé d'humiliations. Apprendre les rues de Séville comme une étudiante, affronter des examens aux côtés d'hommes jeunes qui connaissaient la ville par cœur, convaincre un examinateur sceptique qu'une femme âgée pouvait assurer les tournées de nuit. Elle acheta son véhicule avec ses derniers deniers et un crédit qu'elle payait encore. Ce n'était pas le taxi le plus rapide ni le plus confortable,
Mais il portait sa licence municipale, il était son indépendance dans un monde qui commençait à l'invisibiliser. Les débuts furent rudes. Séville, la nuit, n'était plus la même, ivrogne titubant, ouvrier de garde, ombre aux intentions douteuses. Antonia développa de nouveaux instincts, évaluer en un regard si un passager était sûr, calmer les excités sans perdre son autorité, trouver le juste équilibre entre cordialité et distance. Pourtant, au milieu de ces épreuves, elle découvrit une vérité inattendue, elle aimait ce travail. Dans sa boutique, les conversations étaient brèves, fonctionnelles. Mais dans son taxi, les langues se déliaient. Le mouvement du véhicule et l'intimité feutrée créaient une cabine de confession roulante. Elle transporta des couples en route vers leur mariage et d'autres au bord de la rupture, des hommes d'affaires pleurant des enfants qui ne leur parlaient plus, des étudiants dont les rêves débordaient de la ville, des touristes émerveillés par chaque pierre. C'était comme si chaque course ouvrait une fenêtre sur une autre existence. Et puis, un soir ordinaire de printemps, alors que les rues embaumaient de fleurs d'oranger et que la lune se reflétait dans le Guadalquivir, Antonia arrêta son taxi au coin d'une ruelle sombre. Un homme attendait là, vêtu simplement, son regard empreint d'une douceur étrange. Lorsqu'il monta à l'arrière et lui adressa la parole, sa voix résonna dans l'habitacle avec une clarté qui fit frissonner Antonia. Ce qu'il lui confia pendant ce trajet allait changer sa vie pour toujours. Séville. Pour les visiteurs, la ville ressemblait à un paradis. Mais pour de nombreux Sévillans, la véritable félicité semblait toujours se trouver ailleurs, dans une terre lointaine, dans une vie qu'ils n'avaient pas eue. Antonia Villagrán, elle, connaissait les deux visages de cette cité. Dans son taxi, elle transportait chaque nuit les fragments d'innombrables existences, et chaque histoire entendue s'accrochait à sa mémoire comme une pièce d'un puzzle infini. Elle avait compris, avec le temps, que la douleur et la joie ne faisaient pas de distinction sociale, les riches souffraient différemment, mais leurs tourments étaient aussi réels que ceux des pauvres. La jeunesse ne garantissait pas le bonheur, pas plus que la vieillesse n'impliquait une condamnation à la tristesse. La vie, se disait-elle, distribuait ses épreuves avec une impartialité cruelle, et dans les confessions de ses passagers elle retrouvait la preuve constante de cette vérité. Ses clients préférés, cependant, n'étaient pas ceux qui parlaient le plus. C'étaient les travailleurs de la nuit, ces invisibles qui maintenaient la ville debout tandis que le reste du monde dormait. Elle aimait les infirmiers qui sortaient éreintés de l'hôpital, les femmes de ménage qui commençaient leur labeur à 5 heures du matin, les boulangers qui pétrissaient déjà le pain encore tiède que Séville dégusterait au petit matin. Ces gens ressemblaient à Antonia, des travailleurs silencieux, dévoués, qui connaissaient une ville cachée, une Séville intime qui ne se révélait qu'aux heures les plus solitaires. Ce mardi-là, le silence semblait plus profond qu'à l'accoutumée. C'était février, le mois le plus froid de l'année en Andalousie. L'humidité s'insinuait dans les os et ne les lâchait plus jusqu'au retour brutal des chaleurs estivales. Depuis 11 heures du soir, Antonia errait dans les rues, espérant des courses suffisantes pour compenser l'essence dépensée et les plaintes de son vieux moteur. Mais la nuit avait été maigre. 3 petites courses seulement, qui à peine couvraient le carburant. 2 clients fantômes qui avaient appelé un taxi sans jamais se montrer. Et cette sensation lancinante que l'effort de ses 68 ans, l'usure de son corps, ne valait guère l'argent ramassé. Il était 3h30 quand une voix grésilla dans sa radio, un passager attendait à la gare de Santa Justa. Rien d'extraordinaire, pensa TL. Les trains de nuit faisaient affluer des voyageurs à toute heure, toujours pressés de trouver un taxi pour rejoindre une chambre, un hôtel ou un domicile. Elle tourna la clé, remit son Toledo fatigué en marche et roula vers la gare déserte, éclairée par les lampadaires et les feux tricolores qui paraissaient être les seuls gardiens de la nuit. Sa voiture grinçait à chaque rond-point, comme si la mécanique soupirait avec elle. À la radio, les animateurs diffusaient ces chansons lentes et mélancoliques réservées aux heures creuses, comme si l'on savait que ceux qui restaient éveillés à ces instants avaient besoin d'accompagnement, non de divertissement artificiel. La gare, à cette heure tardive, avait quelque chose d'irréel. Les néons jetaient des flaques de lumière glacée sur le sol de marbre. Les panneaux électroniques annonçaient des trains qui n'arriveraient que bien plus tard. Chaque pas résonnait d'un écho amplifié, un écho qui se noyait dans la foule en journée mais qui, la nuit, emplissait l'espace d'une solennité étrange. Antonia se rangea dans l'emplacement réservé au taxi. Aucun autre véhicule n'attendait. Trop tard pour le service de nuit, trop tôt pour celui du matin. Elle était seule, son vieux Toledo blanc figé sous l'éclat orangé des lampes du parking. C'est alors qu'elle le vit. Il sortit de la gare à pas mesurés. Un homme d'une quarantaine d'années environ, vêtu simplement, pantalon sombre, chemise blanche, une veste de laine usée qui portait encore la dignité des jours anciens.
sur son épaule, une petite sacoche, signe d'un voyageur qui savait se contenter de peu, ou peut-être d'un homme qui avait appris à vivre avec l'essentiel. Mais ce ne fut pas sa tenue qui frappa Antonia. Ce fut sa démarche. Pas de précipitation, pas de l'agitation pressée des voyageurs en retard, ni de l'hésitation confuse des touristes perdus. Il avançait avec une sérénité troublante, comme s'il connaissait parfaitement sa destination, mais n'était nullement pressé d'y parvenir. Antonia baissa la vitre. « Vous avez besoin d'un taxi ?» demanda-t-elle, polie, comme elle l'avait toujours été au long de 13 années de travail nocturne. « Oui, merci » répondit-il d'une voix douce. Son accent ne lui parut pas familier. Ni sévillan, ni madrilène. C'était un mélange, comme un écho d'endroits multiples, une prononciation façonnée par des séjours variés, un parler sans racine fixe. Il s'installa à l'arrière, et Antonia attendit l'adresse, un quartier, un repère quelconque. Mais l'homme resta un instant silencieux, les yeux perdus dans la clarté blafarde de la gare. Elle finit par l'interroger. « Où dois-je vous conduire ?»« Roulez, dit-il simplement. Je vous dirai où vous arrêtez. » Réponse inhabituelle, certes, mais pas unique. Il y avait des clients ainsi, des touristes en quête de promenade, des ivrognes désireux de faire passer le vertige, des âmes perdues qui avaient besoin d'un détour avant de rentrer chez elles. Elle démarra, choisissant la route la plus belle vers le centre, celle qu'elle réservait d'ordinaire aux étrangers avides d'apercevoir Séville, même au détour d'un trajet ordinaire. Elle longea l'avenue de Kansas City, glissa devant les jardins du Prado de San Sebastian, approcha la silhouette illuminée de la cathédrale, qui s'élevait dans la nuit comme une montagne dorée. Durant les premiers instants, il se tut. Antonia respecta ce silence, car elle avait appris à reconnaître ceux qui avaient besoin de penser. Seul le ronronnement du moteur emplissait l'air. Puis sa voix retentit, douce, presque intime. « Cela fait longtemps que vous conduisez ce taxi ?» Elle croisa son regard dans le rétroviseur. « 13 ans, répondit-elle. Depuis que j'ai dû fermer ma boutique. »« Et cela vous plaît ?» demanda-t-il encore. Une question banale, mais Antonia réalisa qu'on ne la lui avait jamais posée ainsi. Les passagers demandaient toujours la météo, le trafic. Jamais ce qu'elle ressentait. Elle eut un sourire amer. Il y a du bon et du mauvais. J'aime rencontrer des gens, écouter des histoires. Je n'aime pas me lever à des heures impossibles, ni gérer les soulards du samedi soir. L'homme rit doucement, un rire franc. Et pourquoi continuez-vous, alors ? Parce que j'ai un petit-fils de 17 ans. Il veut devenir ingénieur. Et les pensions, elles ne suffisent pas pour élever un garçon avec de grands rêves. Elle se surprit elle-même. Rarement elle parlait ainsi à des inconnus. Mais la voix de cet homme avait quelque chose de vrai, d'attentif, qui l'invitait à déposer ses défenses. « Alors vous conduisez nuit après nuit pour lui offrir un avenir » murmura-t-il. Ce n'était pas une question, mais une constatation. « Oui » dit-elle, sentant les larmes lui monter aux yeux. Elle-même ne savait pas pourquoi. Peut-être parce qu'il venait de reconnaître un sacrifice que personne ne nommait jamais. « Et sa mère » demanda-t-il. « En Allemagne. Infirmière. Elle envoie de l'argent quand elle peut. Mais c'est compliqué. » Ils traversèrent les ruelles étroites de Santa Cruz, où les lampadaires jetaient des ombres capricieuses sur les façades centenaires. L'homme reprit. « Vous savez ce qui me frappe le plus ? Vous avez transformé l'amour en action. Beaucoup disent aimer, mais vous le prouvez. Travaillez 12 heures par nuit pour donner des chances à votre petit-fils, voilà ce que j'appelle le véritable amour. » Ces mots la frappèrent comme un baume inattendu. Depuis 13 ans, elle n'avait perçu ses efforts que comme une obligation. Les voisins la plaignaient, les connaissances murmuraient qu'il était triste de devoir encore travailler à son âge. Mais personne n'avait jamais dit qu'elle était héroïque. « Merci » souffla-t-elle, la voix tremblante. Il eut un silence, puis ajouta d'un ton plus grave. « Mais ce qui me surprend le plus, c'est qu'après 13 ans à veiller sur les autres, personne ne veille sur vous. » Ces mots furent comme un coup porté à l'endroit le plus fragile. Antonia sentit une fissure intérieure, un poids qu'elle portait depuis si longtemps qu'elle avait oublié qu'il existait. « C'est comme ça » répondit-elle, répétant la formule qu'elle se servait depuis des années pour justifier sa vie. « Mais, quand quelqu'un s'est-il inquiété pour la dernière fois de savoir si vous étiez fatigué? Si vous aviez vos propres rêves ?» Sa gorge se noua. Elle conduisait, mais ses mains tremblaient sur le volant.
Ces simples phrases avaient réveillé une douleur ancienne, celle d'une femme qui avait donné tout son amour sans jamais recevoir en retour la simple question « Et toi, comment vas-tu » La promesse dans la nuit. Antonia resta silencieuse un instant, incapable de répondre à la question simple mais déchirante que son passager venait de lui poser. Quand fut la dernière fois que vous avez reçu des soins, que quelqu'un a pris soin de vous, vraiment? Elle fouilla sa mémoire, mais rien ne venait. 5 ans? 10? Peut-être plus. Depuis trop longtemps, elle n'était que la femme forte, celle qui supporte tout, qui résout les problèmes, qui ne se permet jamais de faiblir. Au fil des années, elle avait oublié ce que signifiait être entourée, protégée, choyée. Finalement, elle murmura avec une voix brisée. Je ne m'en souviens pas. L'homme hocha doucement la tête. Dans son regard brillait une tristesse calme, presque fraternelle. Je m'en doutais, dit-il avec douceur. Antonia, puis-je vous dire quelque chose qui vous paraîtra peut-être étrange? Elle se raidit. Comment connaissait-il son prénom? Elle ne se souvenait pas le lui avoir donné. Peut-être l'avait-elle lâché distraitement au détour de la conversation. Les chauffeurs de taxi avaient parfois l'habitude de se présenter par leur prénom, mais elle n'avait aucun souvenir d'avoir fait cela. Et pourtant, il parlait d'elle comme s'il l'avait toujours connue. Bien sûr, répondit-elle, intriguée. La voix de l'homme se fit grave, mais empreinte d'une tendresse infinie. Vous portez seul depuis trop longtemps un poids qui aurait dû être partagé. Et ce fardeau ne vous épuise pas seulement physiquement, il vous vole aussi la joie, l'espérance, la capacité d'imaginer que votre propre vie pourrait recevoir des bénédictions sans exiger en retour des sacrifices interminables. Ces paroles résonnèrent dans l'habitacle du taxi comme des cloches anciennes qui attendaient depuis des années d'être enfin sonnées. Antonia sentit les larmes monter. Ce n'étaient pas des sanglots bruyants, mais des larmes muettes qui s'écoulaient le long de ses joues, comme des rivières qui retrouvent enfin leur lit. Je ne sais pas faire autrement, avoua-t-elle d'une voix étranglée. Si je ne travaille pas, qui nourrira Miguelito? Si je ne reste pas forte, qui le sera pour lui? L'homme la contempla avec une intensité qui la troubla. Et si je vous disais qu'il existe une autre voie? Que l'univers prépare pour vous des bénédictions qui ne demandent pas votre épuisement, mais simplement votre confiance? Antonia esquissa un sourire amer. C'est beau, ce que vous dites. Mais les factures, elles, se paient avec de l'argent, pas avec des espérances. L'homme rit doucement, une fois encore. Mais cette fois, son rire portait en lui autre chose, une profondeur, une compassion, une compréhension silencieuse. Antonia sentit qu'il avait perçu l'ombre de toutes ces nuits sans sommeil, de tous ces sacrifices silencieux. Puis sa voix changea. Elle se fit plus grave, plus ferme, presque solennelle. Antonia, à partir de demain, votre fardeau commencera à s'alléger. Les difficultés qui vous accablent vont peu à peu trouver leur résolution. Les inquiétudes qui vous volent le sommeil recevront des réponses. Elle cligna des yeux, bouleversée. Comment pouvez-vous en être si sûr? Parce que je vous observe depuis longtemps, répondit-il. Et j'ai vu que vous méritez infiniment plus que ce que la vie vous a donné. Le moment est venu pour elle de vous récompenser de toute la générosité que vous avez semée sans jamais rien attendre en retour. Un frisson parcourut Antonia. Ce n'était pas le froid humide de février, mais quelque chose de plus profond, de plus mystérieux. Il y avait dans sa voix une certitude qui ne relevait pas du rêve, mais d'une promesse tangible. Et pourtant, comment un inconnu pouvait-il savoir autant de choses sur elle? Il roulait depuis près d'une heure dans les rues de Séville lorsqu'elle demanda. « Où désirez-vous que je vous dépose ?» Ici, répondit-il en désignant la majestueuse cathédrale dont les tours s'élevaient vers le ciel comme des bras ouverts dans une prière éternelle. Antonia gara son vieux taxi le long du trottoir. Le compteur affichait 17,50 €, une course honorable qui justifiait une nuit de travail. Elle se retourna pour encaisser, mais le siège arrière était vide. Le passager se tenait désormais dehors, à sa hauteur, avec ce même sourire énigmatique. « Vous n'allez pas me payer ?» demanda-t-elle, plus surprise que fâchée. « Bien sûr que si », répondit-il en lui tendant un billet. « Mais le véritable paiement que je vous laisse vaut bien plus que 17 €. Elle prit le billet, c'était un 20 €. Mais sur le bord, une phrase soigneusement calligraphiée y était inscrite. Pour Antonia, qui a prouvé que le véritable amour se mesure dans les sacrifices silencieux. À partir d'aujourd'hui, ton fardeau sera léger. Antonia leva les yeux, prête à demander le sens de ces mots, mais l'homme avait disparu. Dissous dans la brume nocturne qui montait du Guadalquivir.
Elle resta immobile, pétrifiée, tenant le billet comme une relique. Elle relut encore et encore la phrase gravée à l'encre noire, « À partir d'aujourd'hui, ton fardeau sera léger ». Pour la première fois en 13 ans, elle sentit une étincelle d'espérance. Une lueur fragile, inexplicable, mais réelle. C'était comme si cet inconnu avait allumé une bougie dans les ténèbres de son épuisement. Le lendemain, Séville s'éveilla sous une pluie fine et grise, ce crachin hivernal qui transforme les pavés en miroirs tremblants où les lampadaires se reflètent comme des aquarelles. Antonia ouvrit les yeux à 2 heures de l'après-midi après seulement 4 heures de sommeil. Son corps protestait, meurtri par une nuit trop longue, mais son cœur battait autrement. Il y avait là une étrange attente, une vibration nouvelle qui la surprenait. La voix du mystérieux passager tournait dans son esprit comme une mélodie entêtante. Depuis demain, votre fardeau va commencer à s'alléger. Ces mots résonnaient avec plus de force que tout le poids de la fatigue. Dans leur modeste appartement du quartier Los Remedios, elle se leva avec lenteur. Les murs fatigués réclamaient une nouvelle couche de peinture depuis des années, les meubles bancals gardaient la dignité de leur décennie d'usage. Mais soudain, ce lieu, qu'elle voyait souvent comme une prison d'obligation, lui parut presque chaleureux. La routine la rattrapa, une douche tiède dans une salle de bain minuscule, le café noir préparé avec des gestes automatiques, 2 tartines pour tenir la journée. Miguelito, son petit-fils, avait déjà quitté l'appartement pour l'école. Comme chaque matin, il avait laissé un petit mot sur la table de la cuisine. « Abuela, merci pour le petit déjeuner. Aujourd'hui j'ai sport. Je t'aime. Miguel. » Antonia sourit, un sourire qui fendit ses traits marqués. Ces notes, écrites depuis qu'il était enfant, valaient plus que tous les trésors. Elles étaient la preuve que, malgré tout, Miguel se sentait aimé et en sécurité. Elle resta un instant à contempler le papier, puis ses pensées dérivèrent vers le passé. Elle n'était pas née pour être mère célibataire ni grand-mère élevant seule un adolescent. Dans sa jeunesse, elle avait rêvé d'autre chose, d'une maison avec un patio ensoleillé, d'un mari fidèle, de plusieurs enfants courant parmi les orangers. Elle revit Raphaël, rencontré à 20 ans à la feria de Abril. Il avait 23 ans, travaillait comme électricien et dansait les sevillanas avec une grâce irrésistible. Son rire, ses projets, ses promesses de bâtir une maison de ses propres mains. Tout cela avait nourri des années de certitude et d'espoir. Mais la vie, cruelle et imprévisible, avait brisé ses rêves. Raphaël était parti trop tôt, emporté par un accident qui l'avait laissé seul, enceinte, et sans avenir tracé. Depuis, Antonia s'était tenue droite, par orgueil et par amour. Elle avait élevé sa fille, puis son petit-fils, en serrant les dents, en sacrifiant tout, son sommeil, sa santé, ses désirs de femme. Et maintenant, alors qu'elle tenait encore ce billet de 20 € griffonné d'une promesse, elle osa imaginer qu'il pouvait exister un futur différent. Peut-être qu'en effet, son fardeau pouvait s'alléger. Peut-être que la vie lui réservait encore, malgré tout, un cadeau inattendu. Elle porta le billet à son cœur et ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, Antonia osa prier non pas pour tenir bon, mais pour espérer. Antonia s'était mariée dans l'église de San Lorenzo, vêtue d'une robe blanche prêtée par une cousine. La cérémonie avait été modeste mais sincère, suivie d'un banquet simple dans le salon paroissial. 50 invités avaient dansé des sevillanas jusqu'à 2 heures du matin, les yeux brillants de joie, les rires se mêlant à la musique, et le parfum de la fleur d'oranger flottant encore dans l'air de Séville. La lune de miel, loin des rêves de luxe, n'avait duré qu'un week-end à Cadix. Ils s'étaient logés dans une pension modeste, mais propre et accueillante. Ils avaient marché sur la plage main dans la main, laissant les vagues caresser leurs chevilles, parlant de leurs projets avec l'enthousiasme de ceux qui croient que l'avenir leur appartient. Le futur s'ouvrait devant eux comme un chemin clair sous le soleil andalou, et rien ne semblait pouvoir ternir cette promesse. Les premières années de mariage avaient été exactement comme ils les avaient rêvées. Raphaël travaillait sans relâche, épargnant religieusement chaque peseta qui n'était pas nécessaire aux dépenses vitales. Antonia, de son côté, avait trouvé un emploi de vendeuse dans une boutique de vêtements du centre-ville. Chaque mois, ils consultaient ensemble leur compte d'épargne, comme si chaque chiffre sur le relevé représentait un trésor accumulé, une pierre de plus posée dans la construction de leur avenir. 2 ans plus tard, un matin de mars, alors que la ville se réveillait au parfum sucré des orangers en fleurs, Maria était née. Le travail avait été interminable, 18 heures de douleur harassante. Raphaël, nerveux, attendait dans les couloirs de l'hôpital, enchaînant des cigarettes qu'il ne fumait jamais d'ordinaire.
Mais lorsqu'enfin la petite fut déposée dans les bras d'Antonia, toute la souffrance se dissipa dans une vague de bonheur si intense qu'Antonia en eut le vertige. Maria était un bébé calme, presque miraculeux. Elle dormait la nuit entière dès son premier mois, riait facilement, mangeait sans difficulté. Ses grands yeux curieux semblaient vouloir dévorer le monde, s'émerveillant de tout ce qui l'entourait. Raphaël, transformé en père dévoué, rentrait du travail en courant vers le berceau. Il la berçait pendant qu'Antonia préparait le dîner, se levait tôt le week-end pour changer les couches afin que sa femme puisse se reposer. Pendant 5 années, ils formèrent une famille simple, modeste, mais comblée d'une stabilité et d'une tendresse qui leur paraissaient indestructibles. Fidèle à sa promesse de jeunesse, Raphaël parvint à économiser assez pour verser l'acompte d'un terrain en périphérie de Séville. Les week-ends, il dirigeait lui-même la construction de la maison, aidé par des amis qui acceptaient de prêter leurs bras en échange de repas chaleureux et de bières fraîches. Peu à peu, les fondations solides se dressèrent, les murs de briques montèrent, et un toit de tuiles rouges vint briller sous le soleil andalou. Maria, alors âgée de 5 ans, courait d'une pièce encore inachevée à l'autre, imaginant où seraient rangés ses jouets, où se trouverait son lit, et dans quel coin du jardin elle jouerait avec les frères et sœurs que ses parents espéraient lui donner. Mais le destin, cruel et imprévisible, choisit ce moment pour briser leur bonheur. Un mardi d'octobre, Raphaël travaillait sur l'installation électrique d'un immeuble en construction dans le quartier de Nervion. Un câble mal isolé, combiné à l'humidité d'un matin de pluie, provoqua une décharge fatale. En quelques secondes, son cœur s'arrêta. Ses collègues tentèrent de le réanimer, les ambulanciers luttèrent durant 1 heure entière, mais rien n'y fit. À 28 ans, Raphaël s'éteignait, laissant derrière lui une maison inachevée, des économies insuffisantes et, surtout, une famille privée de son pilier. Le jour de l'enterrement fut le plus sombre de la vie d'Antonia. Elle regarda descendre dans la terre le cercueil de l'homme qu'elle aimait, tandis que Maria, 5 ans à peine, répétait d'une voix innocente, « Quand est-ce que papa revient ?» Antonia eut l'impression de mourir intérieurement, tout en continuant malgré elle à respirer. Les proches tentèrent de la consoler avec des phrases convenues, « Il est dans un monde meilleur. Dieu sait pourquoi il fait les choses. Tu dois être forte pour ta fille. » Mais aucun mot, si bienveillant soit-il, ne pouvait combler le vide immense que Raphaël avait laissé. Veuve à 26 ans, avec une enfant et sans moyens pour achever la maison de leurs rêves, Antonia dut prendre des décisions qu'elle n'aurait jamais imaginées. Elle vendit le terrain et les matériaux pour une somme dérisoire, utilisa cet argent pour louer un petit appartement en centre-ville et retourna travailler, animée par une détermination farouche, élever Maria, coûte que coûte. Les 20 années suivantes furent une lutte acharnée contre le temps et la pauvreté. Antonia travaillait 8 heures par jour à la boutique, puis allait chercher Maria à l'école, l'aidait à faire ses devoirs, préparait des repas modestes qu'elle parvenait à multiplier par 1000 astuces. Elle inventait des histoires pour l'endormir, faute de pouvoir lui acheter des livres, puis, une fois la petite couchée, elle passait des heures à coudre et à repriser les vêtements des autres pour arrondir les fins de mois. Mais ces sacrifices portèrent leurs fruits. Maria grandit en jeune fille sérieuse, responsable, studieuse. Elle comprenait, sans qu'on le lui dise, que chaque geste de sa mère était un acte d'amour et de sacrifice. Pas de rébellions adolescentes, pas de colères inutiles, au contraire, elle aidait spontanément à la maison et travaillait dur à l'école, consciente que l'éducation serait son unique échelle pour s'extraire de la pauvreté. Quand elle annonça qu'elle voulait devenir infirmière, Antonia ressentit un mélange de fierté et de panique. Fierté de voir sa fille choisir une vocation noble, tournée vers les autres, et panique devant les coûts écrasantes, inscriptions, manuels, uniformes, stages, bien au-delà de son maigre salaire. Mais, comme toujours, Antonia trouva une solution. Elle emprunta à la famille, travailla davantage, vendit les rares objets de valeur hérités de ses parents. Grâce à cela, Maria obtint son diplôme avec mention et trouva aussitôt un poste à l'hôpital Virgen del Roscio. Pour la première fois depuis des décennies, mère et fille purent respirer, libérées du spectre de la misère. Les années où Maria, célibataire, travaillait comme infirmière furent les plus sereines de la vie adulte d'Antonia. Elle s'autorisait enfin de petits plaisirs, un repas au restaurant de temps à autre, une robe achetée par envie et non par nécessité, une escapade de week-end dans un village blanc d'Andalousie. Elle commençait à imaginer sa retraite, des jours paisibles à s'occuper de plantes et à lire les romans qu'elle avait dû délaisser au profit de la survie quotidienne. Puis Joaquin entra dans leur vie. Maria le rencontra à l'hôpital, où il intervenait comme technicien en installations électriques. Il avait 10 ans de plus qu'elle, divorcé, sans enfant. Sa maturité apparente séduisit immédiatement Maria, qui n'avait connu que peu d'expériences amoureuses.
Joaquín possédait son appartement, une voiture presque neuve, et cette assurance de l'homme expérimenté qui impressionna la jeune femme. Leur idylle fut fulgurante. Restaurant, cadeaux somptueux, projet de vie évoqué avec une confiance désarmante. Antonia, inquiète de la vitesse à laquelle les choses avançaient, osa exprimer ses doutes. Mais Maria répondit, sûre d'elle, « Maman, c'est différent. Joaquín sait ce qu'il veut, ce n'est pas un garçon indécis. » 8 mois plus tard, ils se marièrent. La cérémonie, élégante et fastueuse, dépassa de loin ce qu'Antonia avait pu offrir pour son propre mariage. Joaquín avait tout pris en charge, la robe, les fleurs, le banquet pour 100 invités. Son apparente générosité apaisa les inquiétudes de sa belle-mère. Au début, tout sembla confirmer que Maria avait fait le bon choix. Joaquín se montrait attentionné, affectueux, travailleur. Ils emménagèrent dans un appartement plus spacieux, meublé à neuf, parlant même d'agrandir la famille. 2 ans après, Miguelito vint au monde. Durant ces premières années, la famille fonctionna comme une mécanique bien huilée. Joaquín travaillait régulièrement, Maria avait obtenu un horaire de matinée qui lui permettait de passer l'après-midi avec son fils, et Antonia découvrit la joie simple d'être une grand-mère qui rend visite sans avoir à assumer tout le poids de l'éducation. Mais, insidieusement, des fissures apparurent. Comme une maladie silencieuse, les problèmes de Joaquín se révélèrent peu à peu. Ces retards fréquents, justifiés par des excuses alambiquées, des sommes d'argent disparues de la caisse commune, des changements d'humeur brutaux, euphorie excessive un jour, abattement profond le lendemain. Maria, inquiète, répétait à sa mère, Joaquín est stressé par son travail. Son chef est contre lui. Il doit peut-être changer d'entreprise. Toujours une explication extérieure pour masquer un désordre intérieur qui, lentement, s'installait au cœur de leur foyer. La vérité était apparue peu à peu, s'infiltrant comme l'eau qui trouve son chemin à travers les fissures d'un barrage incapable de résister plus longtemps à la pression. Joaquín portait en lui des démons qu'il avait réussi à dissimuler durant le temps des fiançailles et les premières années du mariage. Mais ces ombres, patiemment dissimulées, avaient fini par éclater au grand jour. Il buvait plus qu'il n'aurait jamais dû, l'alcool devenant une compagne silencieuse de ses soirs d'épuisement et de ses jours de tension. Plus grave encore, il s'était laissé piéger par les machines à sous, trouvant dans le bruit hypnotique des rouleaux un faux refuge qui s'était rapidement transformé en une obsession dévorante. Ce qui avait commencé comme un simple divertissement devint une spirale infernale qui engloutissait l'argent plus vite qu'il ne pouvait en gagner. Les dettes s'étaient accumulées en silence, emprunts contractés dans le dos de Maria, avances demandées à des collègues compatissants, factures repoussées tandis que les revenus du foyer disparaissaient dans les bars et les salles de jeu. Lorsque Maria découvrit enfin l'étendue du désastre, il était déjà trop tard. 40 000 € de dettes. Une somme insurmontable. Les discussions, les supplications, les promesses de changement ne suffisaient plus. La nuit où Joaquín disparut, après avoir perdu aux machines les dernières économies que Maria avait soigneusement mises de côté pour les urgences, il laissa sur la table de la cuisine une lettre lâche qu'Antonia pouvait encore réciter mot pour mot. « Je ne suis pas fait pour ça. Maria mérite mieux que moi. Prenez soin d'elle. Joaquín. » Comme si l'abandon pouvait être un acte d'amour, alors qu'il représentait en réalité la trahison la plus impardonnable d'un père. Maria, effondrée, sombra dans une dépression si profonde qu'elle perdit son emploi, sa capacité à s'occuper de Miguelito, et même la force de quitter son lit. Pendant 6 longs mois, Antonia se retrouva de nouveau seule pour subvenir aux besoins d'une famille, mais cette fois avec une charge plus lourde encore, un petit-fils de 4 ans, trop jeune pour comprendre pourquoi son père avait disparu et pourquoi sa mère passait ses journées à pleurer. Ce furent les mois les plus difficiles de la vie d'Antonia, plus terribles encore que les années qui suivirent la mort de son mari Raphaël. Car à l'époque, elle avait au moins eu la certitude d'avoir été aimée, et la présence lumineuse d'une petite fille qui, malgré les épreuves, apportait de la joie dans son quotidien. Désormais, elle avait face à elle une fille adulte dévastée et un petit garçon en quête d'une stabilité qu'elle ne savait comment lui offrir. Lorsque Maria annonça sa décision d'émigrer en Allemagne, ce fut un choix logique mais qui brisa le cœur d'Antonia. Les salaires des infirmières y étaient 4 fois plus élevés qu'en Espagne, et des programmes spéciaux recrutaient activement les soignants venus du sud de l'Europe. En 2 ans, Maria pourrait gagner ce qu'il lui aurait fallu 10 années pour économiser en travaillant à Séville. Juste 2 ans, maman, avait-elle promis, la veille de son départ pour Munich, 2 valises et 1 000 € prêtés pour unique trésor. 2 ans, pas plus. Le temps de mettre de côté assez pour que Miguelito et moi puissions vivre confortablement à notre retour. Mais 2 années devinrent 5,
puis 10, puis 13. Les envois d'argent étaient irréguliers, 300 € certains mois, 500 d'autres, parfois rien pendant de longs intervalles quand les imprévus surgissaient. Chaque dimanche pourtant, Maria appelait son fils. Les conversations, pleines d'amour au départ, s'étaient raccourcies avec les années, à mesure que l'enfant grandissait, bâtissant sa propre vie indépendante. Antonia, elle, avait élevé Miguelito comme son propre fils. Avec la sagesse acquise au fil des ans, elle s'était montrée plus patiente qu'elle ne l'avait été lorsqu'elle était une mère jeune, plus douce, plus attentive, moins soucieuse de contrôler. Mais elle était aussi consciente de ses limites. Elle ne pouvait pas lui apprendre les sports qu'un père aurait partagés avec enthousiasme. Elle n'avait pas l'énergie de courir d'activité en activité comme 20 ans auparavant. Et ses ressources financières restaient trop maigres pour lui offrir tous ces petits luxes que d'autres enfants recevaient sans y penser. À 68 ans, après avoir consacré toute sa vie au travail et à 2 générations d'enfants, Antonia se sentait comme un vieil arbre qui avait donné des fruits durant des décennies et qui aspirait enfin au repos. Ses os lui faisaient mal dès le matin, ses mains tremblaient lorsqu'elle était fatiguée, son dos protestait après les longues nuits passées à conduire son taxi dans des rues qu'elle connaissait par cœur mais qui semblaient chaque jour plus lourdes à parcourir. Pourtant, elle ne pouvait pas s'arrêter. Miguelito avait 17 ans et rêvait de devenir ingénieur en informatique. C'était un garçon brillant et responsable, qui obtenait d'excellentes notes sans qu'on ait besoin de le pousser, qui aidait sa grand-mère avec gratitude et qui la traitait avec un respect profond, conscient de tous les sacrifices qu'elle avait faits pour lui. Abuela, lui avait-il dit le mois précédent, alors qu'ils remplissaient ensemble les formulaires pour les universités, tu n'as pas besoin de travailler autant pour moi. Je peux prendre un petit emploi, étudier la nuit, faire des stages rémunérés. Mais Antonia avait secoué la tête comme elle l'avait fait pendant 13 ans chaque fois qu'on lui conseillait de ralentir. Ton travail à toi, c'est d'étudier. Il y aura toujours du temps pour travailler une fois ton diplôme en main. Ma mission est de t'assurer toutes les chances que je n'ai jamais eues. Ce jeudi-là, tandis qu'elle finissait son modeste petit déjeuner avant une nouvelle nuit de travail, Antonia repassa dans son esprit le fragile équilibre de leurs finances. Sa maigre pension de 600 € par mois, les revenus du taxi qui variaient entre 5 cents et 8 cents selon les saisons, le loyer de 400 €, les dépenses de Miguelito qui grimpaient facilement à 3 cents. Les calculs étaient toujours tendus, suspendus à la condition qu'aucun imprévu ne vienne rompre cet équilibre, qu'aucune panne grave du taxi n'exige des réparations coûteuses, que Miguelito n'ait besoin de rien d'inattendu. Il vivait à la limite, comme il l'avait fait depuis 13 ans, avec l'espoir tenace que la chance tiendrait jusqu'à ce que le garçon termine ses études et puisse voler de ses propres ailes. Mais ce jeudi-là, alors qu'elle boutonnait sa veste pour aller travailler, Antonia ressentit une impression nouvelle. Les paroles du mystérieux passager rencontré la veille résonnaient encore en elle, dès aujourd'hui, votre fardeau commencera à s'alléger. Elle ignorait pourquoi, mais pour la première fois depuis longtemps, une lueur d'espérance brillait en elle. Comme une petite flamme dans l'obscurité de sa fatigue, la promesse muette que l'aube était plus proche qu'elle ne le croyait. Cette nuit-là, Antonia prit la route avec une sensation étrange, une attente douce qu'elle n'avait plus éprouvée depuis des années. L'air de Séville lui paraissait différent, presque électrique, comme chargé d'une promesse invisible. Son vieux taxi, d'ordinaire capricieux, démarra au premier essai, docile, comme s'il partageait son nouvel élan. Même la radio semblait coopérer, diffusant une musique étonnamment adaptée à son humeur renaissante. Les premières heures passèrent sans événement notable. Elle transporta ses habitués, travailleurs des hôpitaux, employés de nuit, jeunes sortant des bars avec une gaieté facile, touristes perdus dans les labyrinthes nocturnes de la ville. Mais quelque chose avait changé dans ces rencontres. Les passagers se montraient plus bavards, plus généreux, plus enclins à partager un fragment de leur vie. Un cadre, habituellement silencieux, lui parla longuement de sa difficulté à concilier carrière et famille. 2 étudiants, qui avaient pour habitude de marchander la course, lui laissèrent un généreux pourboire. C'était comme si, soudainement, la ville avait choisi d'être plus douce, plus humaine. Comme si, dans l'intimité fragile d'un taxi nocturne, des inconnus retrouvaient la conscience d'un lien partagé. À 2 heures du matin, alors qu'elle attendait devant l'hôpital Virgen del Rocío, celui-là même où Maria avait travaillé avant de partir, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Antonia sentit son cœur s'accélérer. Sonora Antonia Villagrán, demanda une voix féminine, polie. Oui, c'est moi. Qui m'appelle? Je m'appelle Carmen Ruiz. Je travaille à l'office municipal des transports de la mairie de Séville. Excusez-moi de vous déranger à cette heure tardive,
mais nous avons votre numéro répertorié comme disponible 24 heures sur 24 en tant que conductrice de taxi. Le sang d'Antonia se glaça. Les appels de la mairie signifiaient souvent des amendes, des contrôles imprévus, des complications administratives. Autant de menaces qui pouvaient coûter cher, voire lui retirer sa licence. « Est-ce qu'il y a un problème ?» demanda-t-elle d'une voix tendue. « Au contraire, Sonora Villagrand », répondit la voix avec un sourire audible. « Je vous appelle pour vous annoncer une très bonne nouvelle. » Le téléphone de bord vibra légèrement sur le siège passager. Antonia décrocha d'une main hésitante, habituée à recevoir davantage de mauvaises nouvelles que de bonnes. Mais cette fois, la voix qui résonna de l'autre côté n'était ni sèche ni administrative, mais claire, posée, presque chaleureuse. « Madame Villagrand, je vous appelle du programme municipal de renouvellement de flotte pour conducteurs vétérans. » Antonia fronça les sourcils. Un programme ? Elle connaissait par cœur chaque communiqué officiel envoyé par la mairie. Depuis 13 ans qu'elle conduisait son vieux taxi, elle n'avait jamais entendu parler d'une telle initiative. Quel programme ? Je ne comprends pas, demanda-t-elle, la méfiance perçant dans sa voix. L'interlocutrice poursuivit avec une précision qui dissipait peu à peu l'incrédulité. Il s'agissait d'une initiative toute récente du conseil municipal, lancée en collaboration avec la Junta de Andalucia. L'objectif, honorer les chauffeurs de taxi ayant assuré plus de 10 ans de service exemplaire. Les heureux sélectionnés se voyaient offrir un véhicule flambant neuf à des conditions presque incroyables. Antonia resta un instant interdite. La fonctionnaire, qui se présenta sous le nom de Carmen Ruiz, parlait avec cette efficacité douce des personnes qui ont le privilège d'apporter de bonnes nouvelles. Derrière sa voix, Antonia distinguait le froissement de papier et le cliquetis régulier d'un clavier. Tout semblait indiquer une procédure officielle, réelle, irréfutable. Madame Villagrand, selon nos dossiers, vous conduisez avec licence municipale depuis 13 ans sans une seule infraction sérieuse. Vous avez reçu de nombreux retours positifs de vos passagers. Vous avez su maintenir votre véhicule dans un état correct malgré son âge avancé. Et vous contribuez sans faute aux fonds municipaux. C'est pour cela que vous avez été présélectionné pour recevoir un taxi hybride Toyota Corolla 2024. Le programme couvre 80% du coût du véhicule. Vous ne paierez que 20%, étalé en mensualité très accessible sur 5 ans. Antonia sentit son cœur battre à tout rompre. Un taxi neuf. Cela signifiait une fiabilité qu'elle n'avait jamais connue. Fini les sueurs froides chaque matin, à se demander si son Toledo démarrait. Fini l'angoisse des inspections techniques où la moindre panne pouvait la condamner à l'arrêt forcé. Fini la crainte d'une réparation ruineuse qui la laisserait sans ressources pendant des semaines. La voix poursuivit, pragmatique, la mensualité tournerait autour de 200 €. Une somme conséquente, certes, mais que ses économies de réparation compenseraient largement. Antonia inspira profondément. 200 € pour la paix de l'esprit, pour le confort de ses passagers, pour son propre dos meurtri par des années de banquettes usées, c'était presque un rêve. Quand dois-je donner ma réponse ? Demain matin, au plus tard. Le programme est très sélectif, 10 chauffeurs seulement pour toute la ville. Les véhicules sont disponibles immédiatement. Antonia eut un vertige. Demain. Tout allait si vite. Mais cette rapidité portait la signature d'un projet sérieux, décidé au plus haut niveau. Elle songea alors à ce mystérieux passager qui, quelques jours plus tôt, lui avait promis qu'un poids allait se lever de ses épaules. Était-ce une coïncidence ? Elle n'hésita plus. J'accepte. Le lendemain, à 10 heures précises, Antonia se présenta à l'hôtel de ville de Séville, un dossier soigneusement préparé sous le bras. Sa licence, ses papiers d'identité, la carte grise de son vieux Toledo. Chaque pas résonnait en elle comme dans un rêve. Carmen Ruiz l'attendait au comptoir d'accueil. Une femme d'une 50aine d'années, élégante dans sa sobriété, qui l'accueillit avec un sourire sincère, presque comme une invitée d'honneur. « Madame Villagrand, quel plaisir de vous rencontrer enfin. Votre dossier est exemplaire. Vous incarnez exactement le type de professionnalisme que nous voulons mettre à l'honneur. » Les formalités se déroulèrent avec une fluidité désarmante. Tous les documents étaient prêts, toutes les signatures disposées dans l'ordre, toutes les explications données avec clarté. En moins d'une heure, Antonia sortit des bureaux comme propriétaire d'un taxi flambant neuf. Un Toyota Corolla hybride, garanti, assuré, immatriculé. Elle fut conduite au concessionnaire Toyota de la ville. À l'entrée, un Corolla blanc l'attendait,
orné d'un ruban rouge attaché au rétroviseur, comme un cadeau d'anniversaire inattendu. Le directeur du magasin, un homme aux cheveux gris et aux yeux brillants d'enthousiasme, lui serra la main avec chaleur. « Madame Villagrand, ce véhicule est à vous. Équipé de toutes les dernières technologies, climatisation efficace, GPS intégré, siège en cuir, système audio premium, et bien sûr le moteur hybride qui réduira votre consommation de moitié. » Antonia s'approcha lentement. Ses doigts tremblaient à l'idée que tout cela puisse n'être qu'un mirage. Mais non, la carrosserie luisait sous le soleil sévillant, les phares reflétaient des éclats d'argent, et quand elle ouvrit la portière, l'odeur du cuir neuf et des plastiques intacts l'enveloppa d'une chaleur rassurante. S'asseoir sur ses sièges beiges, toucher ce volant ferme, entendre la climatisation ronronner au quart de tour, c'était comme franchir en une matinée le seuil du XXe au XXIe siècle. Les larmes montèrent malgré elle. « Je n'arrive pas à croire qu'il soit vraiment à moi, murmura-t-elle. Le directeur lui remit les clés dans un étui de cuir élégant, ainsi que les manuels et certificats de garantie. En 30 ans de carrière, dit-il avec une sincérité désarmante, j'ai rarement vu quelqu'un mériter autant un véhicule neuf. Carmen m'a parlé de vos 13 années de service irréprochables. Des personnes comme vous font vivre nos villes. Antonia prit le volant et quitta le concessionnaire. Le moteur glissait avec une douceur surnaturelle. Aucun bruit parasite, aucune vibration inquiétante. Chaque virage semblait une danse fluide. Après des années de secousses et de grincements, c'était comme flotter sur un nuage mécanique. Quand elle arriva enfin devant son immeuble, une silhouette l'attendait déjà. Miguelito, son petit-fils, scrutait la rue depuis la fenêtre. Dès qu'il aperçut la voiture, il dévala les escaliers, les yeux grands ouverts d'incrédulité. « Abuela, ce n'est pas ton taxi ?» balbutia-t-il, incapable de détourner son regard de la carrosserie éclatante. Antonia sortit du véhicule avec un sourire qui jaillit de son cœur, un sourire qu'elle croyait perdu depuis des années. Elle posa une main tendre sur l'épaule du garçon et répondit d'une voix vibrante d'émotion. « Non, Miguelito, ce n'est pas seulement mon taxi. C'est notre avenir. » Ce jour-là, Antonia comprit que certains miracles ne se présentaient pas sous forme de prières exaucées ou d'apparitions célestes, mais à travers un simple ruban rouge accroché à un rétroviseur. Et que parfois, la promesse mystérieuse d'un étranger pouvait ouvrir une porte vers une nouvelle vie. Miguelito s'approcha du Toyota comme si une soucoupe volante venait d'atterrir mystérieusement devant son immeuble. Ses yeux brillaient d'étonnement. Il caressa la carrosserie avec une sorte de respect sacré, colla son visage contre les vitres pour scruter l'intérieur et s'agenouilla presque pour examiner les pneus comme un expert en mécanique. « Mais, comment as-tu fait pour avoir une voiture neuve ?» s'exclama-t-il, les yeux écarquillés. « Tu as gagné à la loterie ? Tu as braqué une banque ?» Antonia éclata de rire. Ce n'était pas un petit rire banal, mais un éclat profond, venu de si loin en elle qu'il semblait attendre depuis des années pour se libérer. « Mieux que la loterie, répondit-elle encore secouée de joie. Elle expliqua alors le miracle. La mairie avait lancé un programme spécial pour les chauffeurs de taxi vétérans, une initiative destinée à récompenser ceux qui avaient donné leur vie au service de la ville. À sa grande surprise, elle avait été sélectionnée. Grâce à ce programme, elle avait reçu ce véhicule presque gratuitement, seulement 200 € par mois pendant 5 ans, une somme inférieure à ce qu'elle dépensait chaque mois pour réparer son vieux taxi usé. À ces mots, Miguelito ne put se contenir. D'ordinaire, ce garçon de 17 ans exprimait son affection par des gestes discrets, une tape sur l'épaule, un sourire timide. Mais là, il se jeta au cou de sa grand-mère et la serra si fort qu'elle en fut surprise. C'étaient l'étreinte d'un enfant, pas celle d'un adolescent. L'étreinte de quelqu'un qui venait de recevoir le plus beau cadeau de Noël de sa vie. « Abuela, ça veut dire que tu n'auras plus à t'inquiéter des pannes. Ça veut dire que tu pourras travailler tranquille, sans stress. Ça veut dire que les choses vont enfin s'améliorer. » Cette nuit-là, Antonia prit la route au volant de son nouveau taxi. Elle ressentait une fierté professionnelle qu'elle n'avait plus connue depuis des décennies. Et dès les premières courses, les passagers remarquèrent immédiatement la différence. Ils commentaient le confort des sièges, la fraîcheur de la climatisation, la qualité parfaite de la musique diffusée par le système audio dernier cri. Mais pour Antonia, plus encore que ses compliments, c'était la paix intérieure qui comptait. Fini l'angoisse des pannes imprévisibles. Fini la peur de rater les contrôles techniques. Fini la crainte de rester coincé sur le bord d'une route déserte au milieu de la nuit avec un moteur capricieux. Les semaines suivantes,
les effets positifs du nouveau véhicule dépassèrent tout ce qu'elle avait imaginé. Ses revenus augmentèrent, car elle pouvait accepter des courses plus longues sans redouter que la voiture ne la trahisse. La consommation d'essence fut réduite de moitié grâce à la technologie hybride. Les dépenses d'entretien disparurent presque totalement puisque tout était couvert par la garantie. Mais au-delà des chiffres, le changement le plus important fut psychologique. Pour la première fois depuis 13 ans, Antonia se réveillait sans cette angoisse sourde qui l'accompagnait comme une ombre. Elle n'avait plus besoin de se préparer mentalement à un éventuel désastre mécanique. Elle ne comptait plus obsessionnellement chaque euro pour savoir si les revenus de la nuit couvriraient des réparations imprévues. C'était comme si quelqu'un lui avait enlevé de sur les épaules un sac à dos invisible et terriblement lourd, lui permettant enfin de se tenir droite après plus d'une décennie. 2 mois passèrent, et la vie d'Antonia trouva un équilibre qu'elle n'avait plus connu depuis bien avant l'abandon de Joaquin, quand elle s'était retrouvée seule à élever Maria et Miguelito. Ses revenus dépassaient désormais largement ses dépenses. L'angoisse des pannes s'était totalement évanouie. Pour la première fois depuis des années, elle pouvait se permettre de petits luxes, un dîner dans un restaurant simple mais chaleureux, une robe neuve qui n'était pas strictement nécessaire, ou encore la joie de voir un véritable compte épargne grandir, semaine après semaine. Mais le véritable miracle n'était pas économique. Le vrai miracle se trouvait dans la transformation de sa relation avec Miguelito, et dans le rapport qu'elle entretenait avec elle-même. Son petit-fils, qui avait passé tant d'années à la regarder se tuer à la tâche, l'air inquiet mais silencieux, la voyait désormais sourire dès le matin. Il la voyait détendue, lisant des romans lors de ses jours de repos, écoutant de la musique en cuisinant, ou encore téléphonant parfois à des amis qu'elle avait négligés trop longtemps, faute de temps et d'énergie. « Abuela, tu as changé. Tu sembles plus heureuse, lui dit-il un après-midi, alors qu'ils faisaient ensemble les courses au Mercadona du quartier. Je me sens différente, admit-elle avec franchise. C'était la première fois depuis des années qu'elle pouvait prononcer une telle phrase. Honnêtement, j'ai l'impression d'avoir retrouvé des parties de moi-même que j'avais oubliées. Même la relation avec Maria s'était transformée. Les appels dominicaux, autrefois chargés de tensions voilées sur l'argent et les responsabilités, coulaient désormais avec naturel. « Maman, ta voix a changé », lui dit Maria depuis Munich, lors de leur dernière conversation. « C'est comme si j'écoutais la mère que je connaissais enfant, avant que tout ne devienne si compliqué. »« Les choses vont mieux, ma fille. »« Beaucoup mieux, » répondit Antonia. « Tu crois que je pourrais te rendre visite cet été ? J'ai économisé, et je pense qu'il est temps que je rentre à la maison pour un moment. » L'idée de réunir la famille après 13 ans de séparation remplissait Antonia d'une joie débordante. Et ce qui comptait encore davantage, c'était que Maria envisageait de revenir non pas par nécessité ou par crise, mais pour célébrer, pour renouer avec ceux qu'elle aimait. Un jeudi soir de fin avril, 2 mois et 1 semaine après avoir pris à bord ce mystérieux passager qui avait changé le cours de son destin, Antonia attendait des clients à la station de taxi de l'aéroport quand son téléphone sonna. « Madame Antonia Villagrán » demanda une voix masculine, polie et posée. « Oui, c'est moi. Je m'appelle Fernando Jiménez. Je suis journaliste au Diario de Sevilla. Nous préparons un article sur le programme municipal de rénovation de la flotte des taxis et nous aimerions vous interviewer comme l'une des bénéficiaires. Votre histoire nous intéresse particulièrement, selon nos sources, vous incarnez exactement le profil de professionnel que ce programme voulait mettre en valeur. » Antonia accepta. 2 jours plus tard, elle retrouva le journaliste dans un café du centre historique. Fernando Jiménez, la quarantaine, avait cette manière calme et rassurante de poser des questions, ce dont des journalistes chevronnés qui savent mettre leurs interlocuteurs à l'aise. « Sonora Villagrán, racontez-moi vos années comme taxiste. Qu'est-ce qui vous a poussé à commencer cette profession à 55 ans ?» Pendant plus d'1 heure, Antonia parla avec une sincérité qui la surprit elle-même. Elle évoqua la mort de Raphaël, son mari. Elle raconta comment elle avait élevé seule Maria, puis choisi de devenir taxiste pour prendre soin de Miguelito. Elle décrivit ses 13 années de travail nocturne, éreintantes mais aussi pleines de moments gratifiants. Puis le journaliste lui demanda. « Et que signifie pour vous ce nouveau véhicule ? Est-ce seulement un outil fiable, ou bien davantage ?» Antonia chercha ses mots. Elle voulait transmettre cette transformation qui dépassait largement la mécanique et la carrosserie. « Cela signifie que j'ai retrouvé l'espérance, » dit-elle enfin. Pendant des années, chaque jour n'était qu'une lutte pour survivre jusqu'au lendemain. Aujourd'hui, je peux regarder l'avenir sans peur. Elle prononça ces mots avec une simplicité désarmante, mais dans ses yeux brillait une lumière nouvelle, celle d'une femme qui,
après tant d'épreuves, redécouvrait le droit au bonheur. L'histoire d'Antonia, quand un miracle prend la forme d'un taxi. Le journaliste avait posé la question avec un sourire intrigué. Le conseil municipal affirme que vous avez été sélectionné pour ce programme en raison de votre dossier impeccable, sans la moindre faute pendant plus d'une décennie. Vous considérez-vous comme une taxiste exceptionnelle? Antonia rougit légèrement, prise entre la modestie et la surprise d'une telle reconnaissance. Je ne sais pas si je mérite ce mot. J'ai seulement essayé, chaque jour, de traiter mes passagers comme j'aurais voulu qu'on traite ma fille ou mon petit-fils, avec respect, avec douceur, avec humanité. Et j'ai travaillé dur, parce qu'une famille entière dépendait de moi. Ces mots, simples et sincères, suffisaient à peindre le portrait d'une femme dont la vie avait été façonnée par le dévouement et le sacrifice silencieux. Le journaliste poursuivit. Savez-vous que ce programme n'a pas toujours existé? Il a été créé après qu'un consultant externe a présenté un rapport très détaillé sur une dizaine de conducteurs vétérans qui méritaient une reconnaissance officielle. Antonia acquiesça, son regard pensif tourné vers la fenêtre. Oui, on me l'a dit à la mairie. Mais ce qui suivit fit naître en elle un frisson glacial. Le journaliste expliqua que ce mystérieux consultant semblait être apparu de nulle part. Aucune trace écrite, aucun document ne permettait de savoir clairement qui il était, ni pour quelle entreprise il travaillait. Les fonctionnaires se souvenaient seulement qu'un mercredi après-midi, il s'était présenté avec une précision troublante, dit noms, dit vies détaillées, comme s'il les avait suivis depuis longtemps. Et parmi ces noms, celui d'Antonia brillait d'une lumière particulière. Un étranger qui savait tout d'elle. Le journaliste poursuivait son récit. Le consultant avait décrit Antonia avec une exactitude déconcertante, son ancienneté, son éthique de travail, sa réputation irréprochable, mais aussi ses luttes intimes. Il avait parlé de son rôle de grand-mère courageuse, élevant seule Miguelito, de ses longues années à travailler sans reconnaissance, et de son vieux taxi qui menaçait chaque jour de s'effondrer. Antonia sentit un vertige. Tout cela, ce n'étaient pas des détails qu'on pouvait deviner en lisant un dossier administratif. C'étaient des morceaux de son existence la plus intime, des cicatrices invisibles, des sacrifices quotidiens. Selon le fonctionnaire qui l'avait reçu, ce consultant avait parlé d'elle comme d'une vieille connaissance, avec une chaleur et une précision troublantes. Et, détail encore plus surprenant, il avait refusé toute compensation. Sa recommandation, expliqua le journaliste en consultant ses notes, il l'a appelé un cadeau. Il disait vouloir seulement s'assurer que des personnes comme vous soient reconnues et aidées. Rien de plus. À ces mots, le cœur d'Antonia manqua un battement. Son esprit la ramena aussitôt à ce jeudi soir de février, à la gare de Santa Justa. Elle y avait pris un passager étrange, qui parlait avec une compréhension impossible de ses fardeaux, de ses sacrifices, et qui lui avait promis que sa charge s'allégerait. Ce consultant n'était-il pas le même homme? Des souvenirs contradictoires. Fernando, le journaliste, fronça les sourcils, comme s'il tentait lui aussi de résoudre un puzzle. Le plus étrange, dit-il, c'est que nous avons interrogé 5 fonctionnaires différents qui étaient présents lors de cette réunion. Tous se souviennent de lui, mais leurs souvenirs se contredisent. Certains disent qu'il était jeune, d'autres qu'il était plus âgé. Les uns le décrivent en costume, d'autres en tenue décontractée. Mais tous sont d'accord sur 2 points, il parlait avec une autorité extraordinaire, et son plaidoyer était si convaincant que le maire a validé le programme sur le champ. Et puis plus rien. Pas d'adresse, pas de numéro. Comme s'il avait disparu dès que sa mission avait été accomplie. Antonia marcha longtemps dans les ruelles du centre historique après cette interview, laissant ses pas la guider au hasard des pavés. Tout ce qu'elle avait pressenti cette nuit de février prenait désormais sens, le mystérieux passager n'était pas une rencontre fortuite. Son apparition s'inscrivait dans quelque chose de plus vaste, de plus grand qu'elle, un dessein qui s'était accompli à l'instant exact où elle en avait eu le plus besoin. La cathédrale et la prière silencieuse. Ce soir-là, au volant de son Toyota flambant neuf, Antonia parcourait les mêmes rues qu'elle connaissait depuis toujours. Mais rien n'était pareil. Là où elle n'avait vu autrefois que routine et survie, elle percevait désormais des promesses, des chemins nouveaux, des horizons possibles. Arrivée devant la majestueuse cathédrale de Séville, elle arrêta son taxi. C'était là, précisément, que 2 mois plus tôt, l'inconnu avait disparu dans la brume nocturne après lui avoir murmuré que sa charge deviendrait légère. Antonia descendit de la voiture et s'approcha de la façade gothique. Les lourdes portes étaient fermées, mais les tours s'élevaient vers le ciel comme des bras dressés en prière éternelle.
Les lampadaires dessinaient sur la pierre des jeux d'ombre et de lumière qui semblaient palpiter d'une vie propre. La gorge serrée, elle leva les yeux. « Je ne sais pas si tu m'entends, dit-elle d'une voix tremblante. Mais je veux que tu saches que j'ai compris. Tu ne m'as pas seulement offert un nouveau taxi. Tu m'as rendu l'espérance. Tu m'as rendu ma dignité. Tu m'as rendu la capacité d'imaginer une vie faite de joie, et pas seulement de sacrifice. » Une brise douce agita les orangers de la place, et leur murmure ressemblait à une réponse. Antonia sentit de nouveau cette présence étrange, la même qu'elle avait ressentie en écoutant son mystérieux passager. Une sensation intime et profonde d'être comprise, écoutée, aimée. « Merci, murmura-t-elle vers la nuit andalouse. Merci de m'avoir vu alors que je me sentais invisible. Merci de m'avoir protégé alors que je croyais n'intéresser personne. Merci de m'avoir rappelé que je mérite plus que la simple survie. » Le message laissé sur le siège. Lorsqu'elle retourna à son taxi, son souffle se coupa net. Sur le siège du conducteur, une petite carte blanche l'attendait. Elle n'y était pas quand elle était sortie. D'une écriture élégante qu'elle reconnut aussitôt, elle lut. « Antonia, tu as montré que le véritable amour se mesure dans les sacrifices silencieux. Désormais, il est temps pour toi de goûter aux bénédictions que tu as gagnées. Ta charge n'est plus lourde, ton avenir est lumineux. Avec un amour éternel, celui qui a toujours veillé sur toi. » Les larmes d'Antonia coulèrent librement. Elle glissa la carte dans son portefeuille, à côté des billets qu'elle gagnait chaque nuit, comme un talisman. Preuve vivante que les miracles existent encore, surtout pour ceux qui donnent sans jamais rien attendre en retour. Une vie transformée. 1 an plus tard, l'existence d'Antonia Villagrand n'avait plus rien à voir avec celle de la veuve épuisée qu'elle était autrefois. Elle n'était plus une survivante, mais une femme debout. Son petit-fils Miguelito suivait ses études universitaires avec ardeur, et sa fille Maria pouvait venir la voir sans que l'angoisse du manque d'argent plane sur chaque visite. Mais le plus grand changement avait eu lieu dans son cœur. Avec son nouveau taxi, solide et fiable, Antonia avait commencé à emmener gratuitement les personnes âgées du quartier à leurs rendez-vous médicaux. Elle avait organisé entre collègues des collectes pour aider ceux qui en avaient besoin. Son nom devint rapidement synonyme de générosité. Une nuit, alors qu'elle transportait une femme nommée Mercedes, elle comprit enfin le véritable but de ce qu'elle avait vécu. Il ne s'agissait pas seulement d'un cadeau matériel, mais d'une mission. Transmettre l'aide qu'elle avait reçue. Inspirée, Mercedes décida à son tour de tendre la main. Un cercle vertueux naquit alors, où chaque geste de bonté appelait un autre. Antonia comprit que l'homme mystérieux ne lui avait pas seulement donné une voiture, il lui avait offert une révélation. La véritable abondance naît du partage. Le cercle des miracles. 2 ans plus tard, devant la cathédrale de Séville, Antonia se retrouvait encore une fois entourée de voisins et d'amis. Tous venaient la remercier. Grâce à son exemple, beaucoup avaient découvert qu'une autre manière de vivre était possible. Antonia souriait, sa main serrant toujours son portefeuille où reposait la carte blanche, intacte. Elle savait désormais que l'amour donné revenait toujours, démultiplié. Cette nuit-là, elle reprit son taxi avec le cœur léger. Chaque nouveau passager était peut-être un rendez-vous sacré déguisé en simple trajet. Chaque rencontre pouvait devenir une opportunité de transformer une vie. Il suffisait d'une seule décision, traiter un inconnu comme un membre de sa propre famille. Car elle avait appris que les miracles n'étaient pas rares. Ils naissaient chaque jour, dans les cœurs disposés à donner plus qu'à recevoir. Les plus grands miracles se cachaient parfois dans les endroits les plus ordinaires, sur la banquette arrière d'un taxi, dans une conversation nocturne, dans l'acte apparemment banal de regarder un inconnu avec amour. Et lorsque cela arrivait, le divin marchait parmi les hommes. Les vies se transformaient de façon inexplicable, mais toujours révélatrice de la vérité la plus ancienne, l'amour ne s'épuise jamais quand il est partagé. Au contraire, il se multiplie, se propage, et fait des cœurs humains les instruments d'une bénédiction infinie pour le monde.